Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, aux abonnés à cette chaîne YouTube ou à ceux qui me suivent sur les différents réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la bourse et on va s'intéresser à la thématique investisseur de légende en commençant pour cette première vidéo de cette thématique par Peter Lynch. Alors Peter Lynch, pourquoi c'est un investisseur de légende? Parce qu'il a géré le fonds Magellan dans les années 90 et il a eu à cette époque-là des performances exceptionnelles. Il a surperformé de façon considérable le marché action pendant une dizaine d'années et c'est pour ça qu'il est devenu un investisseur de légende parmi quelques autres. Alors, je ne vais pas vous faire dans cette vidéo la biographie de Peter Lynch en tant qu'investisseur de légende. Je vais plutôt vous donner des remarques d'investisseurs, des leçons un peu à tirer des méthodes et de la philosophie de Peter Lynch, en tout cas ce que lui, il déclarait et comment il concevait les choses, et puis vous verrez si vous voulez vous en inspirer pour vos investissements en bourse ou pas. Alors Lynch dans son style, parfois son objectif c'était un peu de saisir le retournement. Il déclarait qu'il y avait souvent en fait 1 à 12 mois entre le moment où quelque chose se passait opérationnellement dans l'entreprise, un retournement, et le moment où ça se reflétait sur le marché. Donc il y a un peu de timing dans cette stratégie. Une de ces techniques qu'il aimait également, c'était d'attendre quand, dans un certain secteur d'activité ou une certaine industrie, le sentiment avait vraiment été de mal en pis, avait été vraiment très pessimiste dessus, et finalement, à ce moment-là, d'acheter la compagnie la plus solide dans ce secteur vraiment décrié. Alors, une de ces techniques, c'était aussi de visiter beaucoup d'entreprises. Il disait, ce que je cherche d'abord, c'est une raison de ne pas acheter, et si je ne la trouve pas, j'achète. Il a déclaré par exemple un jour, pour faire de l'argent, vous devez trouver quelque chose que les autres ne connaissent pas, ou alors vous devez faire quelque chose que les autres ne font pas parce qu'ils ont des mindsets trop rigides. Alors il n'était pas vraiment spécialisé dans le style value, le style growth, etc. Lui, sa philosophie, c'était de chercher le gagnant évident en fait. Ce qu'il disait par exemple, c'est que même quand une entreprise évolue et qu'avant elle faisait du business médiocre et maintenant qu'elle fait du business correct, même avec ça, vous ne pouvez pas faire d'argent. Alors, une de ses caractéristiques et qui le différencie de pas mal d'autres investisseurs, c'est dans son portefeuille le fait un peu de passer d'une idée à l'autre. Et par exemple, il avait beaucoup de lignes dans son portefeuille. Le portefeuille Magellan, il avait 1500 lignes d'actions avec les 100 premières actions qui faisaient 50% du capital et sur 66%, on avait 200 lignes. Mais c'est quand même beaucoup et beaucoup plus que la majorité des investisseurs. Et il avait également la tendance à un peu les trader, quoi. C'est-à-dire que ce n'était pas un trader pur. Il partait d'une conviction, mais après, il faisait des petits mouvements sur une partie des positions. C'est-à-dire qu'il avait une conviction d'une action, il achetait à 100, si elle montait à 110, il en vendait un peu, puis il essayait d'en racheter quand elle redescendait, pour essayer un peu de gagner aussi sur cet aspect-là. Il croyait aussi à une petite vieille règle des traders qui dit que si vous achetez une action parce que vous espérez que quelque chose va arriver et que cette chose n'arrive pas, eh bien il faut vendre l'action. Lynch confiait que lui, il faisait un peu pareil. Alors il disait que parfois sur ses gagnants, il les vendait trop tôt, mais il expliquait que vous ne pouvez pas être blessé par quelque chose que vous ne possédez pas. Ce qui vous blesse, c'est ce que vous possédez. Donc voilà, si on achète une action parce qu'on pense que quelque chose va arriver et que ça n'arrive pas, il faut tout de suite la vendre sans attendre. Alors il aimait bien aussi s'appuyer un peu sur ce qu'il appelait le Individual Investor Edge, c'est-à-dire en gros ce qu'il arrivait à voir lui dans les produits qu'il consommait, que ses enfants, que sa femme aimait, etc. Il dit qu'il a découvert comme ça Volvo, Apple, etc. et qu'il en a fait des investissements. Pierre Import aussi, c'était des exemples qu'il cite dans ses livres. Un de ses investisseurs préférés, c'est John Templeton, et il dit que lui, il applique aussi ce que dit John Templeton pour trouver des entreprises vraiment intéressantes. John Templeton, il demandait quand des gens travaillaient dans une entreprise, par exemple, une entreprise de tel secteur d'activité, je ne sais pas, une entreprise d'énergie, par exemple, et il demandait aux gens qui y travaillaient, si vous ne travaillez pas dans cette entreprise, dans quelle autre entreprise voudriez-vous travailler? Et comme ça, par des recoupements, il arrivait à trouver la meilleure compagnie de chaque secteur.
Alors sur les achats et les ventes d'insider, qu'est-ce que nous disait Lynch? Alors Lynch il disait que sur les ventes d'insider, si c'était dans des petites proportions, il ne fallait pas y faire attention. Voilà, ça pouvait être qu'ils avaient besoin d'argent pour de leur vie personnelle. Par contre, si elle commençait à être assez importante, notamment sur des proportions importantes de leur part, et puis qu'on avait beaucoup de ventes, notamment de top exécutifs, de top management, là, c'était quand même un voyant rouge. Et les achats d'insider, ils disaient que c'était positif, et que c'était encore plus positif quand c'était pas qu'au niveau du top management, mais que c'était dans le middle management qu'ils voyaient que des gens achetaient l'action. Disant que le CEO, en fait, il peut peut-être juste acheter un peu d'actions parce qu'il est obligé par un peu impératif institutionnel. Quand on passe un peu au grade d'en dessous, aux cadres dirigeants, eux, ils ont moins cette obligation un peu impératif institutionnel. Donc, si ils sont plusieurs à acheter en masse, c'est plutôt bon signe. Alors pour lui, une des pires erreurs qu'on peut faire en bourse, une des principales trappes en fait, c'est d'acheter des compagnies excitantes qui n'ont pas de profit. Il se souvient de douzaines de compagnies en fait où il aurait pu faire 1000% ou des fois 10 si l'histoire était devenue vraie entre guillemets et où en fait il a perdu à chaque fois. Il préfère d'ailleurs quand les entreprises croissent dans des business voilà, qui sont relatés de façon un peu intelligente plutôt que de la croissance à tout va. Alors contrairement à d'autres comme Philip Fisher par exemple, Peter Lynch lui il préfère les entreprises en gros que n'importe quel dirigeant, des dirigeants ordinaires peuvent diriger plutôt que s'attacher trop à chercher des managements vraiment wonderful, extraordinaires. Alors sa compagnie rêvée, il a déclaré que ça pouvait être une compagnie qui faisait de la croissance dans un secteur d'activité global qui était à faible croissance. Son style de compagnie préféré finalement, c'est plutôt des petites entreprises qui ont fait de la croissance depuis des années et qui continuent à faire de la croissance profitable. Parce que, effectivement, une petite compagnie aura une chance, si elle fait de la croissance sur une longue durée, de tripler. Ce sera plus compliqué pour vraiment une méga capitalisation d'après lui. Alors son portefeuille, quand même, la majorité, c'était plutôt des actions de croissance, mais il n'en fait pas une philosophie de vie. Il dit qu'en gros, tout peut être sous-valorisé ou survalorisé, et tout peut être un achat ou une vente, que ce soit des actions de croissance ou pas. Il a plusieurs fois fait remarquer qu'en fait, une action avec un PER de 20 qui faisait 20% de croissance était bien plus intéressante qu'une action avec un PER de 10 qui faisait 10% de croissance. Même si on fait le PEG, hein, j'avais fait une vidéo sur les ratios de valorisation, on est toujours à 1 dans les deux cas, mais par des exemples mathématiques, il montre que même si le multiple de 20 il finit par baisser au bout de 10 ans, votre action avec un PER de 20 qui fait 20% de croissance, elle aura fait un bien meilleur multiple à la fin que votre action avec un PER de 10 qui fait 10% de croissance. Alors il aimait bien aussi, c'est rare parmi les investisseurs célèbres américains, aller à l'étranger dans son portefeuille quand il faisait Magellan, parce que pour lui, les actions hors États-Unis étaient forcément un peu moins suivies et il y avait un peu moins de concurrence en face de lui pour les acheter. Il évitait tout un peu les allocations voulues et prédéterminées entre je mets 20% dans tel secteur, 15% dans tel autre, etc. Ça, c'était pas son truc. Il a plusieurs fois mis en garde un peu contre ce qu'on appelle le bottom fishing, c'est-à-dire la pêche un peu aux aubaines, quoi, aux bargains, comme on dit en anglais, en se disant qu'effectivement, quand une action baisse de 50 $ à 20 $, on a l'impression que c'est une aubaine. Mais en fait, on aurait pu se tenir le même discours quand elle était à 30 $ et elle a bien continué à baisser à 20 $ après. Donc en gros, il a mis plusieurs fois en garde sur le fait que c'est pas parce qu'une action avait baissé fortement que c'était une opportunité. Alors il a toujours dit qu'il ne faisait pas de market timing global sur son portefeuille parce que si on manque les quelques jours qui font les grosses hausses du marché, en fait, ça réduit énormément notre portefeuille. Pour donner un exemple, hein, le S&P 500 depuis 1954, sa performance moyenne c'est de 11,4% annuel. Si vous manquez les 10 meilleurs mois depuis 1954, donc ça ne fait pas BZF quand même, elle tombe déjà à 8,6%. Si vous manquez les 40 meilleurs mois du S&P 500 depuis 1954, la performance de 11,4, elle tombe à 2,3% la performance annuelle. Donc on voit vraiment que ça change tout. Donc finalement, les actions qu'il achetait, elles tombaient en 3 catégories, Peter Lynch. Les petites actions de croissance où il espérait faire un x2 à x3 pendant qu'il les détenait en portefeuille au long de sa détention. Après, un peu des asset plays, quoi, des actifs sous-évalués, où il espérait là faire du plus 33% et puis faire des rotations de portefeuille dessus quand elles avaient repris leur valeur, plutôt
Donc là, on était plutôt sur donc des entreprises un peu value ou des blue chip, mais plutôt des petites blue chip. Après, il avait les situations spéciales, comme troisième catégorie, et puis voilà, les bas de cycle, en fait, un peu. Et puis en quatrième catégorie, vraiment des actions défensives, puisqu'en gros, il ne gardait pas de cash, justement pour ne pas être soumis à ce market timing et risquer de perdre les meilleurs mois de bourse. Donc quand il, en gros, voulait réduire son exposition au marché, plutôt que de vendre pour se mettre en cash, eh ben, il passait son portefeuille sur des actions plus défensives, donc il laissait en action, mais sur des actions plus défensives. Parce qu'il disait, voilà, il disait, si vous êtes à 50% cash quand le bas de la correction arrive, bah, le temps que vous réagissiez, etc., et que vous compreniez qu'on est plus au bas, mais qu'on a vraiment commencé le cycle haussier suivant, bah, vous allez rater une grosse partie du mouvement. Alors même si on dit qu'il faisait un peu plus de croissance que de value, etc., il a toujours dit, je me suis employé à éviter l'action la plus hottest stock, la plus chaude, entre guillemets, dans l'industrie la plus chaude, quoi. Parce que pour lui, vraiment, la forte croissance, le high growth, c'est un pot à miel avec trop de concurrents, etc. Donc, il n'aimait pas ça. Par contre, il aimait les belles entreprises dans des industries un peu, les lousy industries, un peu des industries moins sous le feu des projecteurs. Et parmi ses regrets d'investisseur, il a dit qu'il avait loupé Microsoft, en fait, à l'époque, hein, donc au début dans les années 90, alors que finalement, selon sa philosophie, il n'aurait pas forcément loupé. Il a fait l'erreur de ne pas comprendre trop la techno à cette époque trop tôt. Et il se dit, et pourtant ma philosophie aurait dû me faire acheter Microsoft, parce qu'en fait, quand il y a une guerre, il ne faut pas acheter telle ou telle compagnie, il faut acheter l'entreprise qui vend les balles. Et il dit, dans l'informatique et la guerre de l'informatique des années 80-90, l'entreprise qui vendait les balles, c'était Microsoft, et ça, j'aurais dû le voir. Donc c'est son regret d'investisseur. Ce qu'on peut conclure quand même sur le style de Peter Lynch, dans ce que j'ai dit, il y a des choses intéressantes hein, que l'investisseur particulier, individuel peut entendre, mais sur son style global, c'est peut-être parmi les investisseurs de légende un de ceux qui est vraiment les plus difficiles à reproduire pour l'investisseur individuel. Il ne va pas pouvoir y arriver facilement, ça va être très difficile de le reproduire. C'est pas que je veux faire de la pub à ce moment-là, mais par exemple, ma méthode de ma formation, là où on se concentre sur investir dans les entreprises exceptionnelles, c'est beaucoup plus facile à reproduire pour l'investisseur individuel. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo. Donc voilà un peu pour donner quelques illustrations des principes de Peter Lynch par ses discours, par ce qu'il a dit dans ses écrits, dans ses interviews. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez un peu ce style de vidéo investisseur de légende, parce que des investisseurs de légende, j'en ai une bonne dizaine en stock de plus à faire éventuellement. Donc mettez-moi en commentaire si vous appréciez ce format. Et donc bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, bah, mettez le petit like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.